Merci Jean-Pierre, bonjour à tous. Moi aussi, je suis fier de vous présenter ce travail qui a été mené, dirigé par Hélène Vailleur-Roussel de Clermont-Ferrand et moi-même, et surtout porté par une chef de clinique à Poitiers, Clara Blanchard, qui est maintenant à La Réunion, et aidée de Denis Pouchin qui est ici, et Paul Van der Kam qui est ici aussi présent, et puis d'une professeure de pharmacologie à Poitiers. Voilà, donc nous avons cherché à évaluer l'efficacité du fluoroglycinol dans le traitement des douleurs abdominales au moyen d'une méta-analyse des essais randomisés. Je n'ai pas de conflit d'intérêt et personne dans les auteurs avait de conflit d'intérêt avec ce qui va suivre. En particulier, je ne travaille pas pour d'autres antispasmodiques. Alors pourquoi ce travail ? Alors, je ne l'ai pas écrit ici, mais en fait, dans les méta-analyses anglo-saxonnes sur les antispasmodiques, le fluoroglycinol n'existe pas. C'est un médicament que les Anglais, les Américains ne connaissent pas. Donc, c'est dommage qu'ils se privent d'un médicament aussi puissant et efficace pour soulager les douleurs. Et du coup, c'est parti de ce constat que le fluoroglycinol est le premier antispasmodique qui est prescrit en France. Il est remboursé par la Sécurité sociale. Il coûte plus de 9 millions d'euros par an. En 2016, c'était le cas. Le mécanisme d'action pharmacodynamique et pharmacocinétique n'est pas clair. Une action probable, bien sûr, sur les fibres musculaires lisses. Donc la question était de savoir si son efficacité cliniquement pertinente a été démontrée dans des essais randomisés. Et quelle que soit l'étiologie, parce que ça correspond à ce que rencontre en pratique, en soins primaires, on n'a pas souvent le diagnostic de certitude devant une douleur abdominale et on prescrit quand même des antispasmodiques. Je suis fier également de présenter ce travail qui fait un peu contraste avec le travail précédent de Hubert, parce que c'est un travail qui s'inscrit dans le projet REB qui est soutenu par le CNGE, dont l'idée a été publiée dans la revue Exercer en 2017. Il s'agit de réévaluer l'ensemble de la pharmacopée au moyen des méta-analyses d'essais randomisés. Et contrairement à Hubert, l'article a été publié entre 6, enfin a été soumis et accepté en moins d'1 an. Alors, revenons dans la méthode. Il s'agit d'une revue systématique des essais cliniques randomisés avec le mot-clé simplement fluoroglycinol dans les 3 bases de données Medline, Ambase et Cochrane. Et la recherche s'est arrêtée en mai 2017. La population d'intérêt était toute personne présentant une douleur abdominale, mais pas des douleurs gynécologiques ni obstétricales. L'intervention, c'était le fluoroglycinol, le comparateur, c'était le placebo, et le critère de jugement principal, c'était la douleur évaluée en critères binaires, c'est-à-dire de répondeur ou pas répondeur, qui se définit par une diminution de la douleur de 50% sur des échelles visuelles analogiques. La méthode a suivi les standards de qualité, en particulier l'évaluation du risque de biais au moyen de la grille Cochrane. On a suivi les recommandations Prisma, on a enregistré le protocole dans Prospero. Et donc, je vous ai déjà parlé du critère principal qui était la réponse. Donc l'amélioration de 50% de la douleur mesurée sur l'échelle visuelle analogique. On a calculé les risques relatifs et on a, comme on suspectait, une hétérogénéité dans les étiologies des douleurs abdominales. On a choisi un modèle d'effet statistique aléatoire qui est le plus approprié dans les méta-analyses pour ces questions-là. Quand vous tapez fluoroglycinol dans PubMed, vous n'avez que 103 réponses. C'est pour vous dire que ce n'est pas forcément faisable, enfin, c'est pas forcément compliqué d'analyser 100 articles, parce qu'après 49 doublons éliminés, et puis 49 articles exclus pour non-respect des critères d'inclusion, deux études n'ont pas été incluses à cause de leur non-accessibilité, parce qu'elles étaient en chinois, et les auteurs chinois ne nous ont pas répondu. Au total, il ne restait plus que 3 essais cliniques randomisés évaluant le fluoroglycinol dans la douleur abdominale. 2 concernaient les patients atteints de colique néphrétique et 1 concernait les patients atteints de syndrome de l'intestin irritable.
Alors, je vous présente rapidement les deux essais dans la colique néphrétique. C'était des essais assez similaires d'un point de vue méthodologique qui se passaient aux urgences, dans un service d'urgence, diagnostic confirmé ou suspecté de colique néphrétique. Voilà, vous avez les caractéristiques présentes. L'intervention, c'était le fluoroglycinol en intraveineuse, en ajout d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, et les critères de jugement, c'était la douleur. Pour le seul essai clinique dans le syndrome de l'intestin irritable, c'était un essai français qui concernait des adultes de plus de 18 ans, qui avaient une douleur abdominale depuis 2 jours et une douleur, vous voyez, entre 40 et 80 sur 100 mm. Le traitement était du fluoroglycinol pendant 7 jours, 2 comprimés matin, midi et soir, et 2 de plus si besoin, versus placebo. Et le critère de jugement était mesuré à 7 jours, et on évaluait la réponse, l'amélioration de la douleur de 50%. Voilà rapidement le risque de biais. Donc c'était des essais, sur les 3, il y en avait un seul qui n'avait pas de risque de biais dans la colique néphrétique. Celui dans l'intestin irritable, celui de Chassani, posait des problèmes au niveau de la randomisation, c'était pas très clair. Et puis il était entièrement financé par l'industrie pharmaceutique, les résultats et l'analyse. Un essai dans la colique néphrétique était un risque de biais élevé pour la randomisation parce que les patients recevaient une enveloppe scellée et on considère que le risque de biais est élevé dans ces cas-là. Voilà les résultats principaux. Si on met ensemble les 3 essais, eh bien, on n'a pas d'effet démontré du fluoroglycinol dans la douleur abdominale, globalement. Bien sûr, il existe une forte hétérogénéité entre les patients qui présentaient une colique néphrétique et ceux qui étaient atteints de douleurs par syndrome de l'intestin irritable. Donc, ce qu'on est sûr, c'est qu'il n'y a aucun effet dans la colique néphrétique et il y a peut-être un effet dans la douleur du syndrome de l'intestin irritable. Alors, peut-être parce que, globalement, il y a 3 essais. L'homéopathie, il y en a à peu près 200. Donc l'homéopathie est bien mieux évaluée que le spasfon et le fluoroglycinol. On n'a pas de preuve, ça c'est clair, d'effet du fluoroglycinol dans la douleur de colique néphrétique. Et ça c'est concordant avec d'autres études cas témoins ou des études de comparaison avec d'autres médicaments. Dans l'intestin irritable, il y a un possible effet du fluoroglycinol. Le problème, c'est qu'il y a un seul essai qui n'a jamais été reproduit, un risque de biais qui est un peu négligeable, dont l'omniprésence de l'industrie. Et la différence, quand on regarde les résultats bruts, elle est de 8 mm sur 100, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question de la pertinence clinique, sachant qu'aujourd'hui, on considère qu'il faut au moins 10 mm sur 100 pour dire que le résultat est cliniquement pertinent. C'est un médicament, en tout cas, qui est probablement moins efficace que d'autres antispasmodiques, et qui présente des risques, rares mais possibles, d'allergie grave. La question qui se pose devant ce seul résultat possiblement bénéfique dans l'intestin irritable, c'est peut-on extrapoler ce résultat à d'autres situations pour lesquelles nous, on prescrit un antispasmodique, en particulier dans la gastro-entérite, la constipation, le diverticulite à l'enfant. Et en fait, est-ce qu'on peut extrapoler ce résultat à toutes les douleurs abdominales vues en soins primaires? Aujourd'hui, on peut dire que non, on n'a pas de preuves directes dans ces populations-là. Alors, comme je vois que vous endormez un petit peu, peut-être que vous posez la question et vous trépignez d'impatience pour savoir si le spasfon et le fluoroglycinol est efficace en gynéco, dans les douleurs gynécologiques. Eh bien, je vais vous donner un petit scoop. Le travail est en cours et c'est guère mieux que pour les douleurs abdominales d'origine intestinale. Voilà, en conclusion, c'était une étude pilote du projet REB, qui montre que le projet aussi est pertinent. Il n'y a pas de preuve convaincante d'efficacité du fluoroglycinol. Possible effet qui serait à confirmer si on voulait vraiment être sûr.
Il y a d'autres antispasmodiques qui ont été mieux évalués et qui semblent plus efficaces. On a vraiment un contexte franco-français qui fait que le fluoroglucinol est un produit très prescrit. C'est la pilule rose, un peu magique, qu'on utilise pour tout. Voilà. Est-ce que c'est un placebo impur qu'on utilise dans toutes les situations qui nous posent problème? Voilà. Mais les risques rares en valent-ils la peine? Je vous remercie pour votre attention. Merci Rémi pour ta fidélité à notre travail. Je vais te poser une question un petit peu, comment dirais-je, que j'aurais dû te poser avant. Si on prend les deux essais dans la colique néphritique, qui en fait ont testé une association AINS, chlorofluoroglucinol versus placebo, est-ce qu'on peut en conclure, compte tenu des résultats de ces deux essais, que les AINS est inefficace dans la colique néphritique? Bien non. Le design des essais, c'était le fluoroglucinol en addition aux AINS. Donc la différence, elle ne porte que sur le fluoroglucinol. Donc on ne peut rien savoir avec ces deux essais des anti-inflammatoires. Par contre, on sait dans la littérature que les anti-inflammatoires sont efficaces dans la colique néphritique par rapport à un placebo. Donc c'était un add-on pur. Ok, d'accord. Je suis sûr. Parce que normalement, il aurait fallu comparer ça aux AINS seuls. Ah non, ça c'était versus placebo. C'est l'association versus placebo, c'est bien ça. Là, c'était fluoroglucinol plus AINS versus placebo plus AINS. Ok, donc c'était pas clair comme ça dans la diapo. C'est pas vraiment une question, Rémi, c'est une remarque. D'abord, on se demande pourquoi le Spasfon, pour citer le nom commercial, est remboursé, est pris en charge. L'étude pivot, c'est celle de Chani, hein, c'est ça? C'est ça l'étude? Oui, hein, voilà. Et puis ma deuxième remarque, c'est un éditorial récent dans JAMA qui dit que finalement, le dogme des essais contrôlés randomisés, peut-être faut-il le remettre en cause quand ce sont des essais de petite taille. Et on le voit là, même une méta-analyse, on arrive à 300 patients, c'est rien. Donc du coup, on aboutit à une absence de preuves. Alors je voudrais bien avoir ton point de vue sur les essais contrôlés randomisés de petite taille. Mon point de vue n'a pas changé depuis que je travaille sur la question. C'est vraiment un problème de raisonnement thérapeutique. Si on considère qu'il faut des preuves d'efficacité, c'est que les interventions, elles peuvent comporter un risque. Donc, il nous faut une preuve de bénéfice. Si on demande une preuve, autant qu'elle soit convaincante. Si elle n'existe pas, on en reste à la case « j'ai pas de preuve », donc primum non nocere. C'est un raisonnement qui doit s'appliquer dès lors où on utilise des produits potentiellement dangereux. Il n'est pas éthique, hier Cédric le rappelait, tout ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique, ce qui n'est pas démontré expose à prendre des risques, voilà, dans une certaine mesure, certes on peut discuter, mais on est dans une... moi je considère que l'absence d'évaluation comme l'évaluation non concluante, je les mets dans le même panier, c'est l'absence de preuves. Si on a évalué et que je n'ai pas d'effet ou que je n'ai pas évalué, j'en reste à la même problème. Donc je pense que les essais randomisés restent toujours... comment vous dire le débat sur l'homéopathie qui est en cours, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut dire avec certitude que l'homéopathie n'est pas efficace spécifiquement? C'est parce qu'il y a eu des essais. S'il n'y avait pas eu des essais, on serait dans un inconnu, pas possible. Maintenant, on peut avoir un avis plus précis, plus tranché. C'est le même problème avec ces médicaments, avec toutes les thérapeutiques d'ailleurs. Donc oui, il faut des essais. Dire qu'on va se passer des essais randomisés, c'est quand même prendre un risque de prescrire sans savoir vraiment ce qu'on fait. Enfin, ça, c'est mon point de vue, qui n'a pas changé. Est-ce que je peux me permettre de dire que ça a répondu un petit peu à côté de la question d'Henri pour ce que j'en ai compris moi, c'est-à-dire que lui il pose la question de la petite taille des essais ou du poids des essais de petite taille. Oui, donc c'est ce que je disais, c'est que ces essais-là, ils ne sont pas du tout convaincants, mais comme leur résultat est en plus non concluant, ils sont petits, il y a des biais, et en plus ils ne montrent pas de résultat. La question serait davantage pertinente s'ils étaient petits et qu'ils montraient un gros bénéfice. On aurait de quoi s'inquiéter. Là, on n'a pas de preuve que l'essai soit petit, grand ou mal conduit, etc. De toute façon, là, le résultat final, ce n'est pas de preuve. Donc ça ne change rien.
Merci Rémi pour cette présentation. Merci de démolir les produits qui sont des panacées finalement. C'est pratique les panacées, et démolir les panacées c'est pas très sympa. Surtout que finalement l'essai Chassani, c'est le seul qui a été mené en médecine générale avec comme investigateurs des médecins généralistes. Plus fort, j'entends pas bien. Plus fort. Je disais que l'essai Chassani, c'est le seul qui a été mené en médecine générale avec comme investigateurs des médecins généralistes. Alors, est-ce qu'un essai mené avec des médecins généralistes en médecine générale est quelque part plus à même d'être biaisé qu'un essai mené par une équipe plus expérimentée, plus musclée? En clair, est-ce que le fait que ce soit mené en médecine générale, ça diminue le niveau de preuve? Le fait que ce soit mené en médecine générale nous rassure par rapport à l'applicabilité des résultats en médecine générale. Ça, c'est très important. Par contre, ça n'enlève pas les problèmes d'extrapolation de la pathologie. Nous, on n'utilise pas le space-fond uniquement pour les syndromes de l'intestin irritable diagnostiqués comme tels. On l'utilise un peu pour d'autres raisons. En faisant l'hypothèse que le mécanisme d'action antispasmodique, il marche quelle que soit la pathologie. Donc, oui pour les soins primaires, parce que le contexte est le plus proche de notre pratique. Donc oui, pour dire que c'est mieux que ce soit en soins primaires. Attention, ça ne veut pas dire que, parce que c'est en soins primaires, que les autres questions par rapport à l'extrapolation des résultats ne se posent toujours pas. Enfin, elles se posent toujours, pardon. C'est-à-dire que la pathologie, mais aussi, là j'ai envie de dire, la pertinence clinique de cette différence, qui aujourd'hui, si on avait posé en critère primaire principal, il nous faut plus de 10 mm sur 100 d'amélioration de la douleur pour conclure que le fluoroglucinol est efficace, l'essai serait non concluant. Et donc voilà, bon, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'était bien que ce soit en soins primaires. Mais ça ne suffit pas. Bonjour. Oula, pardon. Benoît, interne en médecine générale. J'avais 2 questions. La première, c'est vous parlez d'autres antispasmodiques dont l'efficacité clinique est mieux démontrée. Et on est un peu débile avec ma collègue, on ne voyait pas lesquels vous parliez. Et la deuxième question, c'est que vous disiez donc que la place de l'homéopathie est mieux démontrée, enfin donc probablement dans le sens pas démontrée. Mais est-ce qu'en termes de profil de risque, si jamais on veut mobiliser un effet placebo, est-ce qu'ils sont du coup plus adaptés? Voilà. Alors, concernant les antispasmodiques d'efficacité mieux établie, je renvoie à l'article d'Exercer sur les antispasmodiques où apparaissait le pinavérium, le 17L pour le citer, apparaissait un peu plus efficace, mais avec des pincettes. Voilà, on avait aussi montré que la menthe poivrée avait peut-être un intérêt dans les douleurs de l'intestin irritable. Mais voilà, je renvoie à l'article d'Exercer pour répondre à votre question précise. Et puis par rapport au placebo, oui, je considère qu'un médicament qui n'a pas démontré une efficacité dans la population pour laquelle il est prescrit est un placebo jusqu'à preuve du contraire. Mais pour savoir si c'est un vrai placebo efficace comme tel, il faut qu'il y ait un groupe non traité, qui ne reçoive pas de placebo. Et donc pour modéliser l'effet placebo et savoir s'il existe un effet placebo, il faut vraiment 2 groupes. Un qui reçoit un placebo, pur ou impur, et un groupe qui ne reçoit pas de placebo. Et ça a été fait dans la littérature. Dans l'intestin irritable, on a vraiment l'impression qu'il y a un effet placebo démontré dans plusieurs situations. Donc le space-fond, le fait d'avoir une efficacité du fluoroglucinol chez les patients qui ont une douleur d'intestin irritable, ça peut tout à fait être lié à un effet placebo.